Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. C'est le grand retour de Jean-Yves Le Gallou après l'intérim d'Olivier Frère-Jacques. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Émeute algérienne, le silence des médias. Les violences ont été très nombreuses en France après la victoire de l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations et les médias ont été extrêmement complaisants. Sainte Greta en France, les médias en adoration. Greta Thunberg, l'étudiante en grève contre le climat, était en France pour parler devant les députés et les médias ont adoré. Nadine Morano, résistante face au politiquement correct. Accusée de racisme depuis plusieurs jours par de nombreux hommes politiques et journalistes, Nadine Morano tient bon. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. Nous l'avions annoncé la semaine dernière avec Olivier Frère-Jacques, les violences ont émaillé la nuit suivant la victoire de la Coupe d'Afrique des Nations par l'Algérie. Bien, les journalistes ont évidemment, c'était prévu également, occulté ou minoré plusieurs choses. Et on a même vu ce qu'on pourrait appeler un fantasme journalistique, puisque, bien évidemment, les médias avaient envoyé des reporters sur place et Le Monde avait envoyé 3 journalistes s'immerger au sein du 18e arrondissement, la rue Mira. Ils ont été ravis de pouvoir écrire sur la fraternité entre les supporters de camps adverses. Dans cet article, Cannes 2019, à Barbès, 2 ambiances à quelques rues d'écart. Quand les supporters se croisent, il y a parfois quelques taquineries. L'ambiance est festive, on ne ressent aucune rivalité, écrivent d'abord les journalistes. Sauf que les esprits s'échauffent. Comme si la fraternité décrite par Le Monde n'était qu'un simple fantasme journalistique. Au milieu de la première période, la tension s'accroît, quelques bagarres éclatent, un supporter sénégalais reçoit un coup et tombe à terre, inconscient, le visage en sang. Le journaliste, qui fait même un live tweet sur le moment, évoque un coup de couteau, un épisode qui n'entamera pas sa ferveur à avoir de la fraternité partout, puisqu'il continue. Dans le restaurant, on continue à suivre le match rideau de fer baissé, comme les commerces alentours. Malgré la tension, de nombreuses scènes de fraternité entre les supporters des 2 équipes. Donc, Jean-Yves, on a l'impression que les médias, enfin, ce journaliste en tout cas, mais d'autres médias sont en plein fantasme sur une fraternité, voilà. Je pense que l'information factuelle la plus intéressante, en dehors effectivement du coup de la personne blessée, mais ça c'est un cas individuel, peut-on dire, l'information factuelle la plus intéressante, c'est que les rideaux de fer des boutiques sont baissés. Et pourquoi les rideaux de fer des boutiques sont baissés? En l'occurrence, c'est les rideaux de fer des boutiques occupés par des Sénégalais ou des supporters sénégalais, sont baissés parce qu'ils ont peur des agressions, tout simplement. Et donc on nous explique qu'il y a la grande fraternité, il y a le grand vivre ensemble, le rideau de fer baissé. On est dans le déni de réel absolu, et c'est Le Monde. Le Monde, l'un des prescripteurs de l'opinion française, parce que c'est le prescripteur, avec Libération, de ce que disent les journalistes dans les autres médias audiovisuels, notamment. Effectivement, dans la propagande du vivre ensemble. Et une autre technique de propagande qui fonctionne bien, c'est celle de l'occultation. Alors nous, on est habitués, Jean-Yves, à la voir fonctionner à plein régime, mais là, ils ont fait quand même un petit peu fort, puisque beaucoup de journalistes ont décrit, après la victoire de l'Algérie, une nuit de liesse sans incident majeur. Un exemple avec ce tweet de Renaud Pilat, qui est éditorialiste chez LCI, qui est pourtant rédigé le lendemain matin, donc avec toutes les données en tête. L'après-finale de l'Algérie s'est déroulée sans incident majeur en France, quelques dizaines d'interpellations à signaler. Alors, quelques dizaines, c'est près de 200, Et outre ces 200 interpellations, il y a eu des dizaines de scènes d'émeutes dans toute la France. Et ça, les journalistes n'en ont pas fait leur gorge chaude autant qu'ils auraient pu. Voici quelques scènes qui nous ont semblé intéressantes à mettre en exergue, sachant que ce sont quelques-unes parmi les dizaines et des dizaines. C'était important de venir sur les Champs-Élysées pour célébrer avec tout le monde. Bien sûr c'est important, Parce que l'Algérie, c'est un peu comme la France, vu qu'ils nous ont un peu colonisés. Donc on va faire pareil pour les Champs. On va tout casser, on va tout casser, on va tout casser.
Voilà, alors c'est ce que les médias appellent une soirée bon enfant. Des scènes comme ça, il y en a eu des dizaines et des centaines. Alors ce qui est intéressant, c'est de comparer, au fond, avec ce qui s'était passé lorsque le Portugal avait gagné l'euro en 2016. Il y a eu un certain nombre de fêtes, on peut dire, de liesse portugaise. Comme là, on peut dire qu'il y a eu de la liesse algérienne, avec une différence absolument majeure. C'est que la liesse portugaise, elle a été tout à fait pacifique, sans incident, ou alors avec des incidents extrêmement oui, qui n'avaient rares, rien à voir avec qui ça. n'avaient rien à voir avec ça, tandis que là, la liesse algérienne s'accompagne d'une certaine haine de la France, avec un discours de haine sur la colonisation, vous allez coloniser, on va vous coloniser. Bon, ça c'est quand même un aveu politique en quelque sorte, et c'est pas marginal. Et puis beaucoup de scènes de violence, d'agression, de destruction. C'est-à-dire que c'est pas. Et puis au fond, s'ils veulent vraiment commémorer la victoire d'Algérie, on peut penser qu'ils pourraient peut-être aller sur place aussi, pas seulement essayer de s'imposer ici. Alors ils ont en plus, puisqu'on parle de l'Algérie et de la colonisation, il y a une statue du général de Gaulle qui a été détruite à Évreux. Du coup, on a effectivement toujours un rapport un peu passionnel à la question. Hein. Oui, alors c'est d'autant plus paradoxal que le général de Gaulle, ça lui a été d'ailleurs reproché par les partisans de l'Algérie française à l'époque, a accordé l'indépendance à l'Algérie. Et quand je dis accorder l'indépendance à l'Algérie, il l'a accordé puisqu'effectivement, militairement, l'armée française contrôlait la situation. L'armée française avait gagné la guerre d'Algérie, mais de Gaulle considérait que l'Algérie, c'était un fardeau économique, que l'Algérie, surtout, c'était un fardeau géopolitique, et que c'était pas possible de la garder. Donc, il a accordé l'indépendance à l'Algérie. Mais c'est quand même de Gaulle qui l'a accordé après une victoire militaire de l'armée française. C'est des faits historiques qu'il faut parfois rappeler. Mais il en a été bien mal remercié par les descendants des personnes qu'il a libérées. Hein, donc. Voilà, les partisans de l'Algérie française, à l'époque, disaient vous ne voulez pas l'Algérie française, vous aurez la France algérienne. On peut se demander s'ils n'avaient pas tout à fait raison quelque part. Le temps d'une nuit, on pourrait presque le penser, effectivement. Alors, autre fait qui, au contraire de tous les autres, a été largement commenté par les médias, eh bien, c'est normal, hein, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est les agressions commises par un groupe d'une dizaine de personnes à Lyon, vraisemblablement proches de la droite radicale ou du milieu hooligan, qui ont attaqué quelques véhicules transportant des supporters algériens. Et alors là, les gros titres ont été nombreux. Par exemple, Lyon, des hommes encagoulés attaquent des voitures en criant « sale bougnoule ». Et ces violences sont même devenues prioritaires aux yeux de la justice. Enquête ouverte après des attaques racistes contre des supporters algériens. Donc on voit que là, il y a un traitement médiatique. Tout de suite, il y a un peu moins d'occultation. Hein. Il y a un fait, et aussitôt, il y a une information, un événement sur l'enquête judiciaire qui a été ouverte. Alors que j'imagine que sur les dizaines, les centaines de faits, soit il n'y a pas eu d'enquête judiciaire, le fait commis par les dégradations commises par les supporters algériens, soit il n'y a pas eu d'enquête judiciaire, et ça pose la question de que fait la justice, soit il y en a eu et les médias n'en ont pas parlé, et pourquoi n'en ont-ils pas parlé alors qu'ils parlent de ça? Voilà. Mais c'est vraiment l'effet, l'alliance, on voit très bien l'alliance entre les médias politiquement corrects et la justice politiquement correcte, avec l'effet de loupe sur un événement isolé dans un ensemble, et l'effet d'occultation sur des dizaines, des centaines d'événements, évidemment beaucoup plus importants, mais il y a ce qu'on occulte et il y a ce qu'on grossit. Alors, autre événement malheureux sur lequel les médias ont mis un peu de temps à poser leur loupe, c'est le meurtre raciste d'un Guinéen. C'était donc à Rouen, donc une affaire qui finalement est révélatrice du parti pris médiatique. Et surtout de leur gêne à analyser ces violences en marge des célébrations algériennes. Ils ont été alors très lents à s'intéresser à cette affaire. Pourtant, théoriquement, c'est un meurtre raciste, donc ça devrait leur parler. Mais là, le problème, c'était que le criminel était un extra-européen d'origine turque, comme on l'a appris par la suite, et que selon plusieurs témoins, il aurait relié ce meurtre, enfin cet homicide, au match Algérie-Sénégal, donc à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc de quoi refroidir les journaux français. Et du coup, les précautions oratoires sont nombreuses. Et LCI nous offre même un titre très tendancieux. Un jeune chercheur guinéen trouve la mort après une altercation. Donc on a l'impression que finalement le Guinéen est aussi responsable de sa mort que
que son meurtrier. Alors que finalement, quand on lit l'article, on apprend que la victime est insultée par un individu et sort alors du véhicule pour s'expliquer, reçoit immédiatement des coups au visage. Le meurtrier qui aurait crié « Vous, les sales noirs, on va vous niquer ce soir ». Alors évidemment, le coupable est un déséquilibré et Le Monde titre d'ailleurs sur ce fait « Le suspect aux antécédents psychiatriques hospitalisés ». Et Le Monde donne également la parole au père du suspect. « Mon fils n'est pas raciste, il a grandi dans une cité populaire et a de nombreux amis de toutes origines. Mon fils n'est pas un meurtrier. » Et l'article du Monde se conclut sur cette déclaration de SOS Racisme. « Toute la lumière doit être rapidement faite. En effet, il flotte un parfum de racisme sur cet acte. » On voit donc qu'il y a une prudence générale de SOS Racisme au Monde. Et alors, Le Monde pratique ce qu'il fait dans certains cas et pas dans d'autres. On donne la parole à la famille. Oui. À la famille, et le père dit « Mon fils n'est pas un meurtrier ». Si, Coco, si, ton fils est un meurtrier. C'est malheureux peut-être, mais c'est comme ça. Voilà. Oui. Mais on lui donne la parole parce qu'il s'agit de blanchir le meurtrier. Là, on ne noircit pas, si j'ose dire, la victime, puisqu'effectivement, il est présenté de manière plutôt positive, oui. Ce chercheur guinéen. Voilà. Bon, mais en tout cas, on essaye de blanchir, trouver des excuses aux meurtriers et surtout passer de côté la motivation ou les propos racistes qui accompagnent le meurtre, parce que un Algérien supporter ou un Turc supporter de l'équipe d'Algérie ne peut pas être raciste vis-à-vis d'un noir, c'est contraire à la doxa dominante. Alors on ne sait pas vraiment si c'est un supporter de l'équipe d'Algérie, mais en tout cas, selon les témoignages, il a relié ce meurtre en disant ça. Voilà. Bon, maintenant, après, il avait a priori des antécédents psychiatriques, l'enquête nous en dira plus, mais en tout cas, il y a eu une grosse prudence. Et finalement, pour conclure, il y a un tweet qui me paraît assez amusant. Lyncher un Guinéen à mort en criant « sale noir », ce n'est pas du racisme. Critiquer la tenue vestimentaire de la porte-parole du gouvernement, ça, c'est du racisme. Et donc c'est quelque chose qu'on verra plus tard dans l'émission, mais ça conclut bien. Je trouve que ça montre bien le parti pris médiatique, en fait. Qui est absolument hallucinant. Le racisme, c'est une arme. L'antiracisme, c'est une arme idéologique complètement déconnectée de la réalité aujourd'hui. Ouais, et qui n'est utilisée que dans certains cas plutôt que d'autres. Passons au zapping. Au-delà même du cas de Steve, il y avait cette idée qu'il y a quand même une dizaine de jeunes qui se sont retrouvés dans la Loire. D'une part, ces jeunes-là, ils sont tombés dans la Loire, on ne sait pas comment. Alors, encore une fois, est-ce il y en a qui ont pu se jeter dans la Loire volontairement. Non, mais c'est quand même connu. Et on ne sait pas aujourd'hui. Avouez que c'est difficile à défendre quand même. Oui, non, mais We are a nation of laws. Undocumented workers broke our laws, and I believe they must be held accountable, especially those who may be dangerous. That's why over the past 6 years, deportations of criminals are up 80%, and we're going to keep focusing on threats to our security. What's your thought on that quote and that policy in general? I think that policy comes from a place of white American nationalism. Donald Trump has kind of embraced this rhetoric of racism and xenophobia that is not beneficial to our country at all. This administration has totally not done anything moral. This is really awful. I'm going to show you the person that said that quote. Is that surprising? Yeah, a little bit. Why is that surprising? Because I thought it was the Trump administration that said something like that. Yeah, it's quite surprising. I thought it was from Trump. Do you think it's still a practice of white nationalism, though, to deport criminal illegal aliens? I think the way Trump's doing it is. Okay. But President Obama, to this point in Trump's presidency, Obama actually deported more people, though. So it's in practice, it was more from Obama, though. What's your question? C'est aux environs de 23h hier soir que l'agression a eu lieu. La victime, un jeune homme d'une vingtaine d'années, voulait aider des jeunes filles importunées par deux individus. L'un des deux harceleurs lui aurait d'abord porté un coup de tête, puis un violent coup de couteau au niveau du bras. Grièvement blessé, le jeune homme perdait beaucoup de sang selon des témoins. Rapidement pris en charge, il est transporté aux urgences du CHU de Montpellier. Ce lundi, la victime était hors de danger. Thierry Breton, vous vous souvenez, Thierry Breton, c'est un homme d'affaires, un chef d'entreprise, ça a été aussi un ministre de l'économie. Eh bien, il a été frappé, séquestré chez lui lors d'un cambriolage.
quand vous dormez, que vous êtes séquestré, violenté et tabassé par des gens qui sont sans scrupules, qui n'ont plus aucune valeur et qui viennent de quartiers où je ne sais pas s'ils ont eu une éducation, mais c'est des gens qui sont en dehors de toute humanité. Et ça, que ce soit arrivé à Monsieur Breton, c'est bien triste, mais ça permet de mettre en lumière ce qui arrive à des milliers de Français chaque année. Et on n'entend pas beaucoup Monsieur Castaner sur la recrudescence de ces cambriolages à domicile avec séquestration et violence. Le nombre de cambriolages est en augmentation. C'est un sujet qui est pour l'instant laissé de côté. Jacques Marseille démontre que dès le début, le capitalisme français se détourne de l'Afrique. Pourquoi ? Ça ne rapporte pas. Ça ne rapporte pas. Parce que il faut tout créer. Il faut créer des routes, il faut créer des usines, il faut créer de tout. Pendant toute la période coloniale, c'est le budget de l'État français, donc les impôts des Français, qui va tenter de développer l'Afrique, qui va créer des ponts, des routes, des hôpitaux, des écoles, etc., etc. Donc la France se ruine. 203 jours de travail pour l'État. C'est aujourd'hui que vous pouvez enfin profiter du fruit de votre labeur, si l'on tient compte du calcul du jour de libération fiscale établi en France depuis 20 ans par l'association Contribuables Associés. Sur chaque euro produit par le secteur privé, la sphère publique en prend plus de la moitié. Les résultats font état d'une pression fiscale inédite. D'abord, l'affaire du jeune homme qui s'est noyé. Alors, on a le président de l'Observatoire national de la délinquance, qui est un bidule en marge du ministère de l'Intérieur, qui nous explique, et il a sauté sans doute tout seul. 6 mètres dans de l'eau qui coule assez vite, c'est tout de même pas évident. Eh bien, ce personnage, c'est Christophe Soulet, le directeur de l'Observatoire national de la délinquance. C'est un professeur à Sciences Po qui a des mérites éminents, puisque c'est un des fondateurs de Guélib. Donc voilà, donc il a sûrement beaucoup de soutien, ce qui lui a peut-être permis d'obtenir ce poste, je ne sais pas. En tout cas, ça ne l'empêche pas de déclarer, de tenir des propos tout à fait contestables et honnêtement malséants. Voilà. D'ailleurs, Caroline Roux le reprend même. Donc pour choquer Caroline Roux, il faut y aller. Absolument. Oui. Alors, bon. Ensuite, on a alors une séquence extraordinaire de micro-trottoirs réalisés aux États-Unis, où on voit la force des préjugés. Puisqu'on on lit une citation, et on voit un certain nombre de belles consciences américaines, blanches américaines, réagir horrifiées en disant « c'est Trump, c'est Trump ». Ben non, manque de chance, c'est Obama qui avait tenu le propos. Et donc, mais comment ces gens-là fonctionnent ? Ils croient ce que leur disent les médias, ils avalent la propagande médiatique, et donc Obama a été angélisé, Trump est diabolisé. Donc si le propos leur paraît contestable, à eux, parce que moi je ne parais pas contestable, mais enfin, si le propos leur paraît contestable, il ne peut être tenu que par Trump. On voit la puissance de la propagande. Et même aux États-Unis, où les réseaux sociaux et où un certain nombre de médias alternatifs ont une certaine puissance, il y a quand même une formidable puissance des médias de propagande. Dernier élément intéressant, l'agression, le cambriolage dont a été victime Breton. Alors, on dit que c'est un ancien ministre, c'est vrai, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel de l'activité de Breton a été une activité économique, une activité d'industriel, à la tête de Bull, à la tête de France Télécom, à la tête de Thomson, et aujourd'hui à la tête d'Atos, qui est une entreprise de services informatiques, qui a mis en place d'ailleurs le système des radars. Au passage, je dis ça parce qu'ils ont beaucoup de marchés publics et qui emploient 120 000 personnes. Ce qui explique qu'il ait quand même un certain nombre de moyens personnels lui permettant d'offrir un bijou à 50 000 € à sa femme. C'est même assez peu probablement par rapport aux revenus qu'il a et qu'il a eu à la tête de ces différentes entreprises. Passons au deuxième sujet. Sainte Greta, les médias en adoration. Les Français ont eu le plaisir, l'honneur, le privilège de voir fouler le sol de leur pays, de notre pays, eh bien, tout simplement le messie des temps modernes, Greta Thunberg, adolescente initiatrice du mouvement de grève des écoliers pour le climat et accessoirement soutenue par plusieurs fortunes de l'économie verte. Greta Thunberg était donc en France pour répandre sa sainte parole et elle a d'abord reçu le prix Liberté, nouveau prix normand remis par Hervé Morin. Alors qu'est-ce que ce prix ? Bien, Marianne revient dessus.
Greta Thunberg a été désignée lauréate de la première édition du prix Liberté. L'idée est de faire désigner par des jeunes Normands une personnalité engagée dans un combat exemplaire en faveur de la liberté, rappelant ceux qui, au péril de leur vie, débarquèrent le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. Alors, face à qui a-t-elle concouru, Greta Thunberg ? Eh bien, elle a devancé 2 hommes qui ne sont justement pas en liberté. Le premier est un écrivain et blogueur saoudien emprisonné depuis 2012 pour insulte à l'islam. Le deuxième est un photojournaliste chinois disparu en novembre 2018 après avoir été arrêté par la police. On n'a jamais eu de nouvelles de lui depuis. Jean-Yves, on voit donc que les médias en ont fait une tonne sur la remise de ce prix, mais on peut se demander s'il est bien mérité, ce prix. On ne peut pas dire que la liberté de Greta Thunberg soit atteinte. Elle circule partout, elle s'invite partout. Elle a été accueillie par 200 journalistes quand elle a débarqué à Davos. On ne voit pas en quoi sa liberté est en cause, alors que la liberté des gens cités, elle est en cause, puisqu'il y en a un qui a disparu, l'autre qui est en prison. On pourrait parler d'Assange aussi. Exactement. Voilà. Oui. Thunberg a défend le climatiquement correct. Il y a absolument aucun exercice de difficulté. Alors bon, derrière ça, il y a une opération d'autopromotion du président de la région Normandie qui l'a fait venir pour être les sur autres la pouvaient photo. pas recevoir leur prix, donc de toute les manière, autres, c'était zéro image. Ouais. Et donc là, il y a de l'image. Voilà, tout ça est totalement bidonné, évidemment. Effectivement, tout le monde est content, y compris les médias. Alors, le véritable moment fort de sa visite en France était évidemment son allocution devant les députés, une allocution qui avait été annoncée par la chaîne LCP. Elle est devenue le visage de la mobilisation mondiale de la jeunesse pour le climat. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel, un dialogue inédit avec une centaine de parlementaires de tous bords politiques. Greta Thunberg face aux parlementaires, c'est ce mardi à midi et c'est en direct et en exclusivité sur LCP. Et certains députés, notamment les Républicains, s'étaient élevés contre cette tribune donnée à Greta Thunberg. Et le traitement médiatique de cette opposition a évidemment été parfaitement mesuré, comme en témoigne par exemple ce montage photo absolument pas partisan du Huffington Post. Ces députés LR ne veulent pas de Greta Thunberg, gourou apocalyptique à l'Assemblée. Et on voit, Jean-Yves, que le montage photo est quand même particulier, quoi. Je crois que cette photo, d'autant plus que Guillaume Larrivé est un homme tout ce qu'il y a de plus mesuré, pondéré, voilà. Mais on voit pourquoi avec cette photo, pourquoi les hommes politiques des Républicains, parfois aussi du Rassemblement national d'ailleurs, se couchent devant le politiquement correct. Pourquoi ils se couchent devant le politiquement correct ? Parce que ceux qui ne se couchent pas devant le politiquement correct, ils ont droit à ces images, ils ont droit à ces campagnes, ils ont droit à ces opérations de diabolisation. Et donc, comme ils veulent éviter ça, parce qu'ils savent le mal, le tort que ça peut leur faire, eh bien, ils se couchent. Voilà. Bravo en tout cas à l'arrivée et à quelques autres d'avoir refusé de participer à la guignolade avec Greta Thunberg à l'Assemblée nationale. Mais voilà le coup. Et cette photo, elle explique tout. Pourquoi les hommes politiques sont couchés ? Voilà, parce que quand ils ne sont pas couchés, ils sont flingués. Alors les députés qui n'étaient pas couchés, qui étaient présents face à Greta Thunberg, eh bien, ils ont eu l'occasion de la voir répondre à une question sur le CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, et savoir quelle était sa position sur le vote. La réponse est limpide. Aujourd'hui a lieu le vote de ratification du traité de libre-échange avec le Canada, le CETA. Est-ce que beaucoup de députés disent que c'est un paradoxe que vous veniez ce jour où ce vote a lieu ? Très honnêtement, peu m'importe le jour. Je n'ai aucune opinion par rapport à ce vote. Une déclaration immédiatement utilisée par La République En Marche pour justifier le vote du CETA. Vous faites parler Madame Greta Thunberg qui nous regarde. Mais moi, j'ai écouté attentivement Madame Thunberg. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle n'a pas d'opinion sur ce traité. Alors, ne nous faites pas choisir. Oui à Greta, oui au CETA. Alors, c'est là qu'on voit que le singe savant n'est pas si savant que ça, parce qu'il ne sait pas répondre à tout. Peut-être que c'était justement pour ne pas fâcher. Peut-être pour ne pas fâcher les gros intérêts. Alors, c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que le CETA ? C'est un traité de libre-échange. Qu'est-ce que le libre-échange ? Là, en l'occurrence, entre l'Union européenne et le Canada, il y en a eu un autre entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Qu'est-ce que le libre-échange ? Ça consiste à échanger des produits qui viennent de très loin contre d'autres produits qui viennent de très loin. Donc, le bilan carbone du libre-échange, il est mauvais. C'est-à-dire que ça produit davantage de rejets carboniques. Or, il se trouve que mademoiselle Thunberg
explique, elle reprend d'ailleurs une des thèses du GIEC, que le problème majeur, c'est les rejets de CO2. Bon, si le problème majeur, c'est le rejet de CO2, le libre-échange, c'est mauvais. Et donc un traité de libre-échange, c'est mauvais. C'est aussi simple que cela. Voilà. Mais bon, on n'est pas obligé d'être cohérent. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir le traitement médiatique de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a certains médias qui ont parlé de cette incohérence, comme par exemple TV Liberté. Mais globalement, l'incohérence entre le positionnement de Greta Thunberg, l'invitation de Greta Thunberg et le CETA est quand même très peu traitée. Oui, alors c'est d'autant plus suspect la coïncidence de date. C'est qu'on peut penser qu'en termes de communication, il y a quand même des gens qui pensent à la communication du gouvernement, il y a des gens qui pensent à la communication de Macron, on a joué le tamponnage des dates pour que le discours écolo de Greta à l'Assemblée nationale efface, médiatiquement parlant, le traité CETA, d'autant plus que c'est plus simple. Oui, c'est plus simple à comprendre. C'est plus simple à comprendre, c'est plus simple en termes d'émotion. Dans un cas, il faut raisonner, dans un autre cas, on n'a que de l'image. Et donc, on peut penser que ça a été voulu. Alors, autre question qu'on peut se poser quand on voit le traitement médiatique de tout ça, Greta Thunberg est-elle inattaquable ? Car la question, en tout cas, c'est la question posée par les réactions à un article de Laurent Alexandre contre Greta Thunberg dans le Figaro. Greta Thunberg est instrumentalisée par des militants extrémistes, dans lequel il déclare « Les officines qui ont fabriqué Greta Thunberg ont visé juste, son âge et son handicap la rendent inattaquable ». Alors des attaques récurrentes de la part de Laurent Alexandre contre Greta Thunberg et tous les collapsologues en règle générale, des attaques qui ont visiblement choqué l'Obs, qui publie un article. Laurent Alexandre s'en prend à Greta Thunberg et à sa maladie. Sauf que la réaction de l'Obs est disproportionnée, grotesque, dira même Amaury Brelet, journaliste à Valeurs Actuelles. Car pour lui, Greta Thunberg est la première à exploiter sa maladie au point de la mettre en avant sur son compte Twitter. Et Gilles-William Goldnadel déclare sur Twitter également « On peut traîner dans la boue la Vierge Marie, Jeanne d'Arc et Mère Teresa, mais malheur à qui brocarde si bête ou bien Greta ». Donc Jean-Yves, on a affaire à une icône un peu inattaquable. Greta Thunberg. Oui, alors moi je vais donner un coup de chapeau à Charlie Hebdo, qui en l'occurrence l'a attaqué, il a fait sa une sur Greta Thunberg et elle est habillée pour l'hiver, peut-on dire. Elle qui aime le chaud ou qui dénonce le chaud, la voilà habillée pour l'hiver. Effectivement, donc une icône incritiquable, sauf pour les derniers résistants au politiquement correct. Passons au tweet. Bon, alors, il y a beaucoup de tweets qui valent par eux-mêmes, en quelque sorte. Il y en a quelques-uns qui méritent un petit peu de commentaires. Je pense à celui sur ce titre « Beaumont-sur-Oise se mobilise pour Adama ». Non, c'est pas Beaumont-sur-Oise qui se mobilise pour Adama. Ce sont les partisans d'Adama, la famille d'Adama, les partisans d'Adama qui se mobilisent sur cette affaire.
mais sûrement pas Beaumont-sur-Oise. En l'occurrence, c'est une commune qui a placé largement en tête Jordan Bardella aux dernières élections européennes. Donc ils sont pas tous mobilisés sur l'affaire Adama. Mais on voit bien le biais médiatique, le bobard par titrage. Voilà, on est habitué, c'est une figure effectivement assez fréquente. Alors, il y a un tweet assez courageux, je trouve, d'Eugénie Bastier, qui se demande au fond pourquoi on relance en quelque sorte l'affaire Dreyfus, qui remonte quand même à plus d'un siècle maintenant, 120 ans, avec l'idée de promouvoir à titre posthume Dreyfus comme général. Bon, quand même une idée un peu particulière. Bon, c'est vrai qu'il a été handicapé dans sa carrière par l'affaire qui l'a atteint, ça c'est sûr. Mais si on regarde sa promotion de Polytechnique ou sa promotion de l'École supérieure de guerre, tous ses camarades n'ont pas fini généraux, et il y a même beaucoup de ses camarades qui sont tombés au champ d'honneur. Ce sont malheureusement les aléas de la vie militaire. Il faut préciser quelque chose en matière de désinformation sur le conflit entre l'Iran et un certain nombre de puissances occidentales comme les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il y a eu pas mal d'articles sur le fait que l'Iran s'était emparé d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz. Bon, ce qu'on a oublié de dire, ou ce qu'on a oublié de rappeler, et ce qu'on avait oublié de dire à l'époque, c'est que la Grande-Bretagne, il y a à peu près un mois, je crois, a intercepté et arrêté un pétrolier iranien dans le détroit de Gibraltar. Donc le premier acte contraire au droit maritime international, c'est pas l'Iran qui l'a commis, c'est la Grande-Bretagne. Je dis contraire au droit maritime international parce que la base du droit maritime international, c'est la liberté de circulation dans les détroits. Alors c'est vrai que les Iraniens y ont porté atteinte dans le détroit d'Ormuz, mais après que les Britanniques y aient porté atteinte dans le détroit de Gibraltar. Il ne faut pas inverser les causalités. En tout cas, quoi qu'on pense de la légalité de chaque action ou pas, c'est certain que les médias, quand ils parlaient de la raisonnement par les Iraniens du pétrolier britannique, ne faisaient pas mention de ce premier épisode, ce qui montre... Enfin, il y en a certains qui le faisaient, mais c'était assez rare, ce qui montre bien qu'il y a effectivement un biais un peu et le premier évident, épisode avait été largement occulté, bien entendu. Bon. Dernier point, quand même très préoccupant. Très préoccupant. Il y a beaucoup de censure. Hein. On pourrait faire des numéros entiers d'immédiat consacrés uniquement à la censure. Il y a la censure de Damoclès sur Twitter. Ouais. Il y a une censure qui est quand même particulièrement encore plus préoccupante que les autres. C'est très étrange. Ouais. C'est celle dont la page Facebook de Logim a été victime à propos d'une URL renvoyant sur un article sur Alain Duhamel. Bon, Logim fait un article sur Alain Duhamel. Bon, c'est normal, c'est un journaliste très en vue, qui a de la promotion, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a aucune haine, aucune diffamation. On rappelle simplement les faits et gestes, la carrière très longue du personnage. Et ben, le personnage, il a le bras très très long, hein, parce que il obtient de Monsieur Soli, le préfet qui dirige Facebook France, de la suppression de sa page. On ne sait pas s'il l'a contacté. C'est une manière imagée de dire les choses. C'est une manière imagée, mais le patron est toujours responsable. C'est vrai. Bon, si M. Soli avait trouvé anormal que la page de Logim soit censurée, il aurait bloqué la censure. C'est toujours le patron qui est responsable. J'explique bien aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent, c'est que le fait de poster cette URL précisément sur Facebook était impossible, c'est-à-dire le lien vers la page de Logim. Donc c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que c'est la censure d'une page internet précise et même pas du domaine tout entier du site de Logim. C'est juste une page internet, donc c'est assez incroyable. Sur un personnage. Qui est devenu incritiquable. Alors on espère que c'est un souci technique, hein, mais bon. Oui, alors là, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Déjà que vous essayez de blanchir le préfet Soli, qui sait quand même ce qui se passe, qui a mis en place les gens qui opèrent. Et là, en plus, ça n'est pas un moteur de recherche qui a supprimé ça. Ouais, c'est Facebook. Hein, c'est pas un moteur de recherche, c'est pas un robot qui a supprimé cette page en particulier. C'est une intervention humaine particulière. Eh bien, nous allons passer au troisième sujet. Nadine Morano, résistante face au politiquement correct.
Tout est parti d'un tweet en réponse à cette fameuse déclaration de Sibeth Ndiaye sur les Français qui mangeraient tous les jours plus de kebab que de homard. Voilà le tweet de Nadine Morano. Outrée mais habituée à entendre ces inepties débitées souvent en tenue de cirque, sénégalaise très bien née ayant obtenu la nationalité française il y a 3 ans, visiblement avec de grandes lacunes sur la culture française, indigne de cette fonction gouvernementale en France. Et pour la classe politique, et notamment La République En Marche, eh bien, ce tweet serait raciste. Legendre, Poisson, Darmanin, ils l'ont tous attaqué violemment. Et elle a décidé de leur répondre d'ailleurs sans filtre sur Twitter, donc ça décoiffe. À Gilles Legendre, qui la taxait de racisme, elle répond « C'est le seul argument que vous avez à la bouche, racisme comme toujours. Il ne faut rien dire parce qu'elle est noire, c'est ça ? Un peu de décence et de sérieux, merci. » À Gérald Darmanin, qui lui parlait du style vestimentaire de Sibeth Ndiaye, elle répond « Ce qui me gêne côté vestimentaire en ce qui te concerne, c'est que ta veste soit réversible en fonction de tes intérêts personnels. Tu n'as pas hésité à vendre ton âme pour être ministre. » Donc on voit que, Jean-Yves, que Nadine Morano, elle répond aux politiques de manière solide. Oui, et elle a raison, parce qu'elle est agressée alors que son tweet, ce n'est que factuel. Bien sûr. Oui, Sibeth Ndiaye est d'origine sénégalaise. Oui, elle est d'une très grande famille sénégalaise. Son père était le numéro 2 de la présidence de la République il y a quelques années. Sa mère était présidente de l'Assemblée du Conseil constitutionnel local. Ouais. Donc c'est une Sénégalaise, c'est une grande famille sénégalaise. Et elle a été naturalisée il y a 3 ans et elle a une maîtrise moyenne, on va dire, de la culture française et elle s'habille comme dit Madame Morano. Voilà. Tenue de cirque, effectivement. Ouais, comme dit, c'est des tenues de cirque. Donc tout est factuel, tout est exact. Et tout est dénoncé comme raciste. C'est quand même extraordinaire. Bravo comme démonstration, d'ailleurs. Bravo. Et alors, les hommes politiques ne sont pas les seuls à l'attaquer, puisque des journalistes se sont aussi joints à la curée, comme David Perrotin, qui tweet « Allez, on ajoute tout ça aux citations de Nadine Morano transformées en posters pour les toilettes. » Et alors que Nadine Morano déclare que le comportement de Sibeth Ndiaye ne choque pas qu'en France, mais aussi sur le continent africain, il lui répond « C'est sa meilleure amie, encore plus noire qu'une arabe, qui lui a apporté l'info pour se moquer un peu de Nadine Morano. » Mais non, en fait, ce sont les journalistes africains, effectivement, qui lui ont rapporté cette information. Par exemple, cet article de Sénégal7.com. Dîner officiel au Palais de la République. La tenue de Sibeth Ndiaye heurte les invités de Macky Sall. Et plus largement, Nadine Morano, elle n'a pas hésité à répondre, là encore, à ses détracteurs directement. Sur LCI, elle déclare « Je suis ouverte à la critique, pas à l'insulte ni à la caricature, telles qu'elles me sont faites par certains journalistes. » Et autre exemple de cette combativité face aux journalistes, eh bien, Jordan Klein, journaliste pour CNews, Public Sénat et BFM, a eu un échange avec elle sur Twitter où il lui demande d'abord de partir en vacances pour qu'elle se calme. Et Nadine Morano lui répond « Dites-moi, vous êtes journaliste ou militant ?» Ce à quoi il répond « Se battre contre toute forme de racisme n'est pas du militantisme. » Donc, Jean-Yves, Nadine Morano, face à la prise de position des journalistes, c'est quand même assez rare que les journalistes prennent position aussi violemment contre une personnalité publique, ils se tiennent parfois à un devoir de réserve, un peu caché sous le ton de l'humour, etc. Là, ils attaquent, elle se défend. Je crois que les journalistes, comme vous dites, moi je mets souvent des guillemets, sont les gardes-chioums de politiquement correct. Donc tant que les hommes politiques restent à l'intérieur du politiquement correct, ça se passe à peu près bien et ils affectent une certaine neutralité puisqu'ils sont tous sur le même champ. Donc effectivement, mais dès qu'un homme politique essaye de sortir du politiquement correct, à ce moment-là, c'est le tir de barrage. On l'a vu, on le voit là avec Nadine Morano, comme on l'a vu sur un autre sujet avec Guillaume Larrivé, qui n'est pas épanoui à l'idée de recevoir Greta Thunberg à l'Assemblée nationale, et qui est immédiatement rafalé. Voilà. C'est ça, ce sont les garde-chioums du politiquement correct. Bon, il y a un autre phénomène dont il faut quand même parler. Nadine Morano a décidément le sens de la formule. C'est quand elle dit le fait que Madame Sibeth Ndiaye soit noire lui donnerait un totem d'immunité. Je crois que c'est peut-être aussi pour cela qu'elle a été nommée comme porte-parole du gouvernement, puisque l'idée de Macron, je pense... C'est pas pour son talent, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, alors, si c'est pas pour son talent, c'est pour avoir quelqu'un d'inattaquable. Il va avoir quelqu'un d'inattaquable, parce que si on l'attaque, on est raciste, donc on ne peut pas l'attaquer, pour porter la parole du gouvernement. Et donc, la parole du gouvernement n'est pas attaquable. C'est ça l'idée. On voit l'antiracisme au service de la dictature Macron. Alors, ce qui est intéressant dans cette polémique, c'est qu'on voit qu'elle a de nombreux soutiens, que ce soit politique, de sa famille ou même du Rassemblement national.
mais également sur les réseaux sociaux. C'est frappant hein, quand on regarde ça. Et en fait, les journalistes, et on a l'exemple avec l'AFP, quand ils font un article pour parler des réactions à son tweet et à ses tweets de défense, eh bien, ils ne donnent la parole, ou en tout cas, ils n'évoquent que des opposants à Nadine Morano et pas les nombreux soutiens qu'elle possède. Et là, on est encore face à une ficelle médiatique évidente. Donc, c'est intéressant à noter que y a une partialité des médias jusque dans cette façon de présenter les choses. Et là, en l'occurrence, c'est pas n'importe quel média, celui que vous citez, c'est l'AFP, l'agence française de propagande, qui est reprise dans tous les autres médias, notamment régionaux. Donc c'est démultiplié à l'infini ce biais où on ne fait parler que ceux qui sont hostiles à Nadine Morano. Ce qui incite d'ailleurs beaucoup d'hommes politiques à faire un tweet hostile à Nadine Morano, un tweet ou une déclaration hostile à Nadine Morano, puisqu'ils savent qu'elle va être prise, cette déclaration. C'est vrai. Alors que s'ils la défendent, c'est eux qui vont se trouver pris dans la machine à laver et dans les soreuses. Voilà, alors on voit comment s'opère, par le biais médiatique, la sélection de la classe politique. Écoutez, c'est exactement ça. Alors, c'est bientôt la fin de cette émission, cette dernière émission de l'année, mais vous avez un coup de chapeau, Jean-Yves, un coup de chapeau vestimentaire presque, un coup de Alors d'abord, polo. un coup de chapeau vestimentaire à Nadine Morano, qui a fait preuve de courage, qui n'a pas reculé face à la meute médiatique. D'abord, premier coup de chapeau à Nadine Morano. Et un deuxième coup de chapeau à ce web spectateur marin-pompier de Marseille qui m'a offert ce t-shirt, même ce polo. Merci à lui. Et puis, un coup de chapeau à tous ses camarades pompiers militaires, pompiers professionnels ou pompiers volontaires, parce que nous allons partir en vacances, peut-être comme beaucoup de ceux qui nous regardent, mais eux, ils vont quand même rester au travail tout l'été, parce que l'été, c'est toujours une période très chaude par nature, où il y a beaucoup de soucis, beaucoup d'activités pour les pompiers. Alors, un coup de chapeau à eux pour nous aider à passer un été aussi paisible que possible. Exactement, donc merci encore à lui pour ce cadeau. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est donc la dernière émission avant les vacances. Donc rendez-vous fin août, théoriquement le 29 août. Et d'ici là, portez-vous bien, bonnes vacances. Et puis Jean-Yves, à la rentrée, tout simplement. À la rentrée et bonnes vacances à nos web spectateurs.